Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Vincent Samba, un avocat d'affaires. On va parler business, bonnes et mauvaises pratiques, ainsi que son retour d'expérience. Je vous souhaite un bon podcast. Bonjour Vincent, Bonjour Théo. bienvenue sur le podcast. Merci. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. C'est partagé. Ouais. On devait savoir il y a un moment, en fait, tu devais être le premier à passer. Oui, Ça j'aurais n'a pas aimé. pu se faire, t'étais débordé, et du coup on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci bien. C'est vrai que parfois on s'en sert de cela comme excuse, hein. On est souvent très débordé, mais ce coup-là, c'est vrai que je ne pouvais vraiment pas, même pour un samedi. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on tourne le samedi en plus, mais ouais, même le samedi t'étais débordé, donc bon. mm, Période un peu plus calme, on est en plein mois d'août quand on on tourne est, ce on est podcast. en mois d'août. Effectivement, l'activité est censée aller un petit peu en ralenti. Bon, toujours un truc à faire de toutes les façons. Mais oui, ce coup-ci, ça va nettement mieux. Ouais, c'est Bon, gérable. parfait. On va commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît. Donc, Vincent, vous l'avez compris, Samba, c'est mon nom de famille. Je suis avocat, exerçant à Bordeaux, ici depuis 2014 à peu près. Formé à Paris. En réalité, j'ai passé mon diplôme d'avocat à Paris. J'ai une formation de juriste d'affaires, dans le sens où, à l'université, j'ai eu un parcours de droit des affaires qui concerne le droit des sociétés, la fiscalité en particulier. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine année, à partir de la quatrième année, on peut commencer à choisir un petit peu son cursus, les matières sur lesquelles on veut mettre l'accent. Et moi, j'ai choisi fiscalité, droit des affaires. Et un peu plus tard, par ma pratique, le droit des affaires OHADA, qui est le droit des affaires qui touche certains pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, Afrique francophone essentiellement. Donc, j'accompagne des chefs d'entreprise dans le cadre de leurs projets, de la structuration au développement, et puis parfois même, malheureusement, quand ça arrive, à la fin, la transmission de leur entreprise. Voilà. C'est essentiellement ce que je fais. Donc du début jusqu'à la fin de l'entreprise en réalité. Voilà, exactement. Ok. Donc, aussi bien l'entreprise que la situation du chef d'entreprise lui-même, parce que parfois ça peut, voilà, on peut confondre un peu les deux, mais en réalité c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a le chef d'entreprise, personne physique, qui obéit à certaines règles, qui est sujet à certaines règles, et puis il y a aussi l'entreprise elle-même, qui juridiquement est une entité, une personnalité à part entière. Et les règles qui s'appliquent de la situation de l'un ne sont pas forcément les autres. Puis parfois, on trouve des ponts, justement, pour faire en sorte que le chef d'entreprise, notamment dans certaines activités, par exemple de famille, que la situation juridique du chef d'entreprise soit aussi sécurisée que celle de son entreprise, notamment dans le développement, dans la croissance. Très bien. Bon, tu détailleras un petit peu plus ton travail tout à l'heure. De toute façon, je vais te poser la question juste après. Mm-hmm. On va juste commencer par la première question qu'on pose à tout le monde. Oui. Quelle est la dernière œuvre que tu as vue ou écoutée, que ce soit la musique que tu as écoutée en venant ou le film d'hier soir par exemple? Hier soir, je n'ai pas regardé de film, j'ai regardé une partie des JO, c'est la période. Mais en termes d'autres œuvres, alors en venant, ça a pris du temps. J'ai écouté deux albums qui se sont chevauchés en fait. Il y avait un truc en cours. C'était Trombone Shorty, je ne sais pas si tu connais. Du tout. Troy Trombone Shorty, il fait de la trombone dans la Nouvelle-Orléans. C'est du jazz, mais un peu plus rythmé. J'aime bien, donc je t'apprends quelque chose. Ouais, mais L'album que j'aime bien j'ai le jazz, écouté donc j'irai écouter s'appelle ça. For True. Il en a trois ou quatre comme ça à son actif. Et franchement, ça bouge pas mal. Alors, c'est un vieil album, ça date des 2014-2015 par là, mais toujours aussi d'actualité, ça bouge bien, moi j'aime. Et puis, j'ai aussi écouté Nikki Janowski, qui fait aussi une espèce de jazz, c'est une Canadienne, qui fait aussi un petit peu du jazz. Elle a commencé en reprenant un petit peu les tubes des grandes artistes nord-africaines qui ont fait du jazz, et puis voilà, moderniser un petit peu ça par rapport au son, et c'est pas mal aussi. Elle faisait des reprises du coup. Ouais, au début, ouais. Et puis là, elle a sorti, bon, ça date un petit peu aussi l'album, en tout cas le dernier que j'ai acheté, je crois que c'est 2014 ou 2016, Little Secrets, et celui-là aussi, il est pas mal. Et oui, moi j'aime bien. C'est vieux, mais pour moi, c'est toujours aussi actuel. Bah, la musique, c'est un... Je vais
il y a certains styles de musique en tout cas qui sont un peu intemporels, qu'on peut écouter Ah un peu n'importe quand. complètement. Pour revenir sur l'exemple justement des jeux en cours en ce moment, vous voyez le show que fait Snoop Dogg à chaque apparition, on lui met un de ses titres des années 90, quoi. Et c'est toujours aussi actuel, en fait. C'est vrai qu'on oublie que sa période de gloire, c'était 90-2000, vraiment Ouais, tout début 2000, quoi. ouais, clairement. Et il est encore là, quoi. Maintenant, on va parler un petit peu du coup de ton rôle en tant que conseiller juridique. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et comment tu peux, comment dire, aider à la création d'entreprises ou de projets? Alors, de par mon parcours, en effet, j'ai déjà commencé par dire avocat d'affaires, donc forcément, on se dit que l'avocat d'affaires, c'est celui qui fait justement, qui accompagne l'homme d'affaires. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, il faut effectivement préciser. Déjà, selon ma spécialité, mes spécialisations même, j'allais dire, c'est du droit des sociétés et c'est de la fiscalité. C'est sur ces deux matières principales que je mets l'accent. Et donc, c'est la fiscalité qui concerne la situation de la société, principalement, hein, droit des sociétés et fiscalité des entreprises. Quand j'ai un client qui vient me voir et qui me dit j'ai un projet, j'aimerais me développer, j'aimerais faire de l'argent avec ce projet, assez rapidement vient le conseil qui est de lui dire qu'il vaut mieux développer ce projet dans le cadre d'une entreprise. Donc forcément, il faut créer cette entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise a sa personnalité juridique propre. Par comparaison, si tu vois un petit peu ce que c'est que le CABIS quand tu crées une société, Oui. c'est la carte d'identité de l'entreprise. Voilà pourquoi justement je faisais la distinction entre la personne physique et la personne morale, qui sont deux personnes distinctes. Donc idéalement, lorsque j'accompagne effectivement un porteur de projet, assez rapidement, hein, la logique que c'est mieux de le faire dans le cadre d'une entreprise. Après, naturellement, on va aller chercher un petit peu dans le détail quelle est la meilleure forme juridique, SAS, SARL, SA ou autre. Mais ce qui est déjà une bonne chose à déterminer, c'est, bon, on le fait dans le cadre d'une société. Mais après, ça ne suffit pas. Mon rôle ne se limite pas seulement à créer la société et pour laisser le gars se démerder. Il faut pour le coup aussi, par la suite, structurer, accompagner dans la structuration de son projet, mais toujours sous l'angle juridique. Je suis juriste. Je ne suis pas directeur marketing, je fais des études de commerce. Même si, dans la pratique, il est tout aussi bien de savoir toutes ces autres matières-là qui tournent autour des affaires, comment ça marche. Mais donc, du coup, une fois qu'on a défini l'activité, qu'on sait qu'on va aller dans cette direction et que c'est avec une société qu'on va porter ce projet et tel type de société, ben, généralement, l'activité commence. Il faut sécuriser les partenariats, les contrats. Vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des clients. Donc, il faut sécuriser cette relation-là, ne serait-ce que pour ne pas justement perdre d'argent. Selon la nature de l'activité, on va par exemple mettre en place des contrats types. Ça va être dans des activités de vente, par exemple, ou des ventes en ligne, des conditions générales de vente. Tu réalises des achats sur Internet. Généralement, au moment de valider ton achat, on va te dire merci d'accepter. Toujours cocher cette petite case, la petite sinon case, on ne peut pas acheter. Sinon, on ne peut pas acheter. Et puis d'ailleurs, personne ne les lit d'ailleurs. Personne ne lit ces conditions. Ces conditions, c'est un contrat en fait que la société a avec le client. Et dans mon jargon, ça s'appelle des contrats d'adhésion. Donc concrètement, et tu le vois justement de la manière dont le processus d'achat se déroule, c'est soit tu adhères pas. Si tu ne coches pas la petite case, tu ne valides pas ton achat. Et donc l'idée, c'est de mettre en place ce genre de contrat. Alors, dit comme je viens de l'expliquer, ça peut donner l'impression que le chef d'entreprise qui vend son produit, il a le droit de tout faire puisque c'est un contrat d'adhésion en mode tu adhères pas. Mais ça ne signifie pas non plus qu'on a le droit de mettre n'importe quelle clause. Il faut quand même que ça reste des clauses légales, il ne faut pas que ça reste des clauses abusives. Et c'est à ce niveau-là, du coup, qu'il est important d'avoir affaire à un avocat qui maîtrise justement ce type de contrat, en fait, qui fait du droit des contrats quasiment tous les jours, qui étudie la jurisprudence qui va avec, pour pouvoir te dire, attention, cette clause, s'il y a 3, 4 mois, peut-être même 2, 3 ans, c'était admis,
Ben, aujourd'hui, à l'aune de la jurisprudence, du droit positif, comme on dit dans mon métier, ben, on ne peut plus mettre ce genre de clause. Je Ouais. pense à un truc bête, par exemple, pour ce qui concerne les délais de rétractation. Certains produits que tu vas acheter aujourd'hui, tu as un délai, tu dis, certains commerciaux parfois vont te faire comprendre que c'est un honneur qu'on te fait, vous avez 1 mois, si vous n'êtes pas content, satisfait, remboursé. Bon, en réalité, c'est encadré aujourd'hui. Vous avez le droit d'acheter un produit et s'il ne vous convient pas, de le rendre. Aujourd'hui, il y a un délai de rétractation qui est mis en place et ce délai de rétractation, par exemple, il date de la loi Hamon. Ça remonte un peu, mais c'est pas si vieux que ça finalement. C'était quand François Hollande était président en 2012, sur la période de sa mandature pendant 2012. Donc on a encadré ça, l'idée étant de protéger le consommateur. Ça signifie quoi? Ça signifie que toi, le chef d'entreprise qui vend ton produit, tu ne peux pas non plus tout faire. Parce que tu es chef d'entreprise, quelque part, je connais l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. À défaut de ne pas être expert, ben, tu as les moyens d'avoir recours à un juriste pour t'accompagner. Alors que ton client, lui, non, n'a pas forcément les moyens, justement. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il ne prend pas le temps de tout lire, les petits détails. Donc, on met en place ce genre de conditions, justement, pour ne pas avoir à abuser, justement, des clients. Et là, il n'y a qu'un professionnel, justement, du droit des affaires qui peut t'accompagner. Et puis voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La société se développe, on peut avoir envie justement de développer une autre branche d'activité. On peut avoir envie, pour les besoins de s'agrandir, par exemple, de faire appel à des investisseurs extérieurs. On a besoin d'argent, ben on va faire une levée de fonds. Encore un mot qui est aujourd'hui un petit peu à la mode au niveau des entrepreneurs qui se lancent. Je vais faire une levée de fonds. Ben, concrètement, c'est appeler des investisseurs pour investir parce que soit j'ai des besoins de trésorerie, plus de trésor, j'arrive plus à faire face à mes charges, mais surtout, et bien souvent, c'est parce que je veux me développer, il y a un nouveau marché à prendre et je sens que je peux y aller. Et pour y aller, ben, Il faut des sous, quoi. il faut des sous. Donc on fait appel à des investisseurs. Là aussi, dans ce cas de figure, c'est important d'avoir un juriste déjà, ne serait-ce que pour sécuriser les contrats, mais pour faire ce travail parfois en amont. En fait, on ne va pas toujours faire des affaires avec le premier venu, en fait. Donc l'apport du juriste, c'est aussi ça en amont. Moi, j'aime bien ce concept d'audit euh, qui consiste à justement se renseigner, par exemple, sur le profil de l'investisseur, se renseigner sur les capacités financières, sur le business de l'investisseur. Parce que tu as des investisseurs qui sont un petit peu, moi je les catégorise, je distingue en 2 catégories. Vous avez une sorte d'investisseur passif qui est un petit peu bienfaiteur, généreux, donateur, qui va se dire, OK, je m'ai identifié ton besoin, je te donne les sous, je prends une petite participation dans ton capital, ou alors je te donne les sous sous forme de prêt, et puis je te laisse gérer, et on s'entend, et tu me rembourses selon les échéances, comme si c'était un prêt classique. Et puis tu en as un autre qui va te dire, toi ce que tu fais, ça m'intéresse vraiment, et puis d'ailleurs moi-même je le fais un peu, et ce sujet, ton secteur d'activité m'intéresse. Donc je vais suivre. Et puis aussi, je vais investir dans ton projet, mais je veux quand même savoir ce que tu vas faire de mon argent. Donc, en plus de la participation dans le capital que tu vas me donner, ben, je vais avoir un droit de regard. Donc, cet investisseur-là va venir en disant, je prends une participation dans le capital et au fait, tu me nommes directeur général. Ou encore, selon, par exemple, la nature de l'activité, si c'est un SA, par exemple, avec un conseil d'administration, ben, je prends une participation dans le conseil d'administration. Ouais, donc le mec veut une part du marché, en fait, d'avoir plus qu'un droit de regard, presque un droit Voilà, de c'est plus choix, en qu'un droit de fait. regard, c'est un droit de choix. Ouais. Donc concrètement, il va avoir déjà aussi le pouvoir, comme toi, de d'avoir son mot à dire dans la définition de la politique de ta structure, de la vision même de ta société et de ce que tu veux en fait faire. Mettons que quand tu crées ton projet et que tu le lances, tu te dis, moi, objectif, je sais pas, moi, sur 5 ans, c'est de faire tant de chiffres d'affaires. Et pour cela, je dois investir et réinvestir, par exemple, mes bénéfices. Et l'investisseur qui va venir par la suite, lui, il peut avoir une autre idée. Il va se dire, OK, j'investis, mais moi, je veux que sur 3 ans, avoir mon retour sur investissement intégral.
Alors que toi, tu as un objectif que tu as fixé à 5 ans. Ça veut dire quoi? Il y a un conflit potentiel qui va naître. Parce qu'au moment où, mettons que l'activité fonctionne, où il va falloir se décider à réinvestir les bénéfices, quand il y en a, l'investisseur qui veut son retour sur investissement va se dire, oui, mais moi là, je veux une partie déjà de mon argent substantiel. Alors que la société a besoin d'une partie de cet argent justement pour continuer de se développer. Donc ces investisseurs vont dire, ah ben regarde le contrat qu'on a signé, Oui. et c'était mes conditions, c'est maintenant que je veux. Et du coup, toi, ton travail, du coup, c'est d'éviter que ce genre de choses arrivent. Parce que du coup, tu Et vois les besoins de l'entreprise et les demandes des investisseurs potentiels, en réalité. voilà, exactement. Donc si, mettons que je suis de ton côté, toi, chef d'entreprise, que tu me dis mes objectifs à long terme, c'est ça, 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 et je vais passer par ici, ici et là pour les atteindre. Donc quand je dis ici, ici et là, c'est les sacrifices qu'il faut faire, les réinvestissements, les sommes qu'il faut trouver et tout. Ben, quand tu as du coup en face un investisseur qui va arriver par la suite, l'idée pour moi, pour sécuriser et pour faire en sorte d'imposer ta vision à cet investisseur, je veux te proposer, mettons que tu n'es pas seul dans l'affaire à l'origine, ben, je veux te proposer à toi et à tes associés ben, un pacte d'actionnaires qui devra s'imposer à l'investisseur qui va arriver par la suite. De sorte que quand l'investisseur arrive, oui, certes, on a besoin de ton argent, mais si tu adhères à mon projet, tu adhères aussi sans réserve à ce pacte d'associés dans lequel j'ai défini mes objectifs sur 5 ans, 10 ans. Et donc, à partir de là, il peut pas en sortir de ce pacte et il est obligé de respecter ce qui a été dit à Oui, partir le de là. principe, c'est en effet qu'il est obligé de respecter ce pacte, parce que c'est une convention qui a été mise comme ça. Du coup, je parlais du contrat d'adhésion tout à l'heure. Donc, on fait en sorte que dans la négociation avec l'investisseur, qu'il adhère vraiment à ce pacte. Après, le pacte, c'est comme un contrat, c'est un document interne à la société. On peut le réviser plus ou moins quand on veut. Mais après, quand on est un peu plus prudent, on peut se dire, allez, on le révise que tous les 3-4 ans, par exemple. De sorte que, dans l'intervalle, l'objectif premier qu'on s'était fixé, ne serait-ce que pour atteindre la première étape, ça soit contenu dans les 4 ans et que l'investisseur qui arrive ne puisse pas, en fait, s'imposer. Bon, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Tu t'en doutes parce que l'investisseur qui arrive, surtout si c'est celui qui a les moyens, c'est celui qui tient les cordons de la bourse, qui généralement impose un petit peu Mais il imposera toujours un peu sa loi, c'est un peu normal. Nous, même si on a un beau projet, on arrive là et on n'a pas d'argent. Donc, on est un petit peu obligé de se plier à ce que l'investisseur qui, lui, a envie de mettre de l'argent dedans, nous demande de faire. Après, comme tu le disais, libre à nous de refuser certains partenariats et d'en accepter d'autres. Exactement. Exactement. Donc c'est en fonction, d'où l'étude justement aussi en amont que tu fais, au-delà de celui qui va t'apporter de l'argent, mais de son profil, de sa morale, de son éthique, s'il en a. De se dire, voilà, mettons que moi j'ai un projet de société, mais qui a une forte capacité, une forte orientation, écologie, préservation de, je sais pas, de certaines espèces de la planète et tout. Et puis tu as un autre, moi je suis plutôt profil non industriel, moi j'exploite, je saborde tout tant que je peux avoir de l'argent. Est-ce que dès le départ, tu penses que, en dépit des sommes qu'il peut mettre pour vous sauver, tu penses que c'est une collaboration qui est vouée à perdurer? Je pense non. Donc, soit on avale une couleuvre et puis on fait peut-être même deux ou trois de couleuvres et puis on va avec lui parce qu'on a besoin de son argent. Soit on dit peut-être. Après, ça se négocie, hein, tout ça, on peut le dire aussi, lui faire comprendre que pour la viabilité du projet, c'est peut-être aussi à lui, quelque part, de mettre un peu de l'eau dans son vin et de faire en sorte d'adhérer au projet plutôt qu'à des objectifs. Donc de mettre l'intérêt du projet en amont plutôt que d'objectifs personnels. J'ai une anecdote. Il y a cette émission Qui veut être mon patron. Je cite Ouais. souvent ça parce que moi, ça m'avait agréablement surpris de voir ça. Où il y a des porteurs de projets qui arrivent et qui viennent pitcher devant un parterre d'investisseurs potentiels. Et leur réponse systématiquement, c'est ça, quand ça leur plaît. Hein. Ça me plaît, je vais investir, je te donne 100 000. En fait, parfois, ils se tirent la bourre entre eux. Mon voisin t'a proposé 100 000, moi, je mets 250 000 et tout parce que ça m'intéresse. Mais en contrepartie, je veux ça, 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 ça et ça. Et je me souviens de cet entrepreneur en particulier qui était là et qui, la cinquantaine passée, mais ça se sentait que c'était le projet d'une vie. C'est quelqu'un qui vend en fait des ouvrages originaux en fait. Donc tu veux chercher, je sais pas moi, le CID, la première version imprimée. Lui, là, parfois il a fait un petit peu nettoyer, dépoussiérer et tout. Il met des trucs reliures dessus, mais c'est vraiment la première version et il la vend. Et il y a certaines œuvres comme ça qu'il vend à prix d'or. Et donc il a
toute une bibliothèque comme ça qu'il a pris, qu'il a récupéré des anciens ouvrages et on peut trouver des pépites en fait, hein, ce sont les versions originales. Et donc il arrive avec ce projet, il le pitch bien, ça séduit quelques-uns, pas d'autres. Et puis il y en a un qui est là, qui dit bon ok, c'est pas vraiment un business ultra rentable en fait quoi. C'est les bouquins, les gens ne lisent pas trop. Bon après un petit argument sur le fait que plus personne ne lit, mais toujours est-il qu'il se dit, l'investisseur intéressé il dit tu l'as tellement bien vendu que moi j'ai envie d'y aller. Mais en même temps, tu dois être aussi conscient que ton projet, ben, c'est pas TikTok, quoi. Donc, je te donne mes sous, mais je veux plus de 50% de ton capital. Ah oui, donc c'est vraiment... Lui, il se sécurise, en fait. Ouais, il se sécurise en se disant, voilà, je vais investir, mais la rentabilité immédiate, je ne la vois pas, en fait. Donc, pour m'assurer qu'un jour, peut-être, si parmi les ouvrages que tu revends, on peut se trouver une pépite, chercher vraiment que tout le monde cherche, ben, on la vend à prix d'or. Et puis, il n'y a que comme ça que moi, je peux avoir l'assurance qu'un jour, je vais retomber sur mes pattes. Donc, je veux une participation. Au début, je crois que c'était majoritaire, qu'il voulait. Et puis après, il négocie. Oui, mais je veux 30%, je veux 40%. Et puis, il y a le monsieur qui tient mordicus. Il dit, j'ai besoin d'argent, mais il est hors de question que je cède plus de 15% de mon projet, du capital de ma société. Et il explique pourquoi il ne peut pas céder. C'est pour des considérations éminemment personnelles. Et en réalité, il explique que ce projet, il avait commencé avec quelqu'un d'autre, un ami d'enfance, qui n'avait pas pu aller avec eux. Je crois qu'il était décédé en cours de construction de ce projet. Et donc, c'était vraiment pour, quelque part, une promesse, en fait, qu'il avait faite à son associé. Rendre hommage, en fait, à sa mémoire. Hommage. Et il dit, je ne peux pas céder une participation aussi importante comme ça à un investisseur qui n'était pas là au début de cette aventure, quoi. Puis finalement, ils se donnent le temps de la réflexion, comme c'est souvent le cas. On fait passer la pub pour tenir les gens en haleine, et puis ils reviennent. Et finalement, le gars dit, bon, ben, vous m'avez convaincu, l'histoire est touchante, machin. Finalement, je mets de l'argent et puis je ne prends pas les 50% que je te réclamais. Et puis il y a le monsieur qui fond en larmes pour le petit truc. Ça touche un petit peu. Mais finalement, tu vois que c'est un deal qui réussit à se faire. Tout le monde est content, finalement, dans cette histoire. Bon, ça, c'est le pitch, c'est le côté, on a un deal, c'est fait. Mais après, il n'empêche qu'il faut sécuriser quand même ce partenariat-là, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui fait en sorte qu'un projet marche, c'est l'entente aussi. C'est la manière, comme je disais tout à l'heure, c'est la vision que l'on peut avoir sur le projet. Donc, l'idée, systématiquement, quand c'est comme ça, n'importe quel avocat d'affaires va te proposer de mettre en place un pacte d'actionnaires ou un pacte associé selon la nature de la société pour justement sécuriser ces rapports-là déjà entre associés, pardon. Et puis, par la suite, comment est-ce qu'on conduit l'activité, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités des uns des autres. Et donc chacun, du coup, a sa fonction, sa part de ça. responsabilité bien définie, en dépit de ce que déjà la loi impose en tant qu'associé dans un projet. Mais du coup, c'est hyper large ce que tu as à faire en fait au final dans les entreprises et pour la création de projets. En fait, l'accompagnement, il est hyper. L'accompagnement, il est large, mais surtout aussi, tu vois, on vient de prendre 4, 5 minutes pour expliquer ne serait-ce que ça. C'est, j'ai envie de dire, il est surtout constant en fait. Et c'est là où, sans vouloir vraiment prêcher uniquement pour ma paroisse, il faut que les entrepreneurs que vous êtes et qui nous écoutent se rendent compte que le juriste, l'avocat d'affaires, peu importe, il a besoin d'être là de manière récurrente. Peut-être pas tous les jours non plus, toutes les semaines, mais à chaque étape de l'avancement du projet, c'est toujours bon de discuter avec son juriste. Je dis juriste, avocat, c'est le même profil plus ou moins. Il y a une petite distinction au niveau du diplôme, mais il faut être accompagné, il faut avoir un dialogue régulier sur aujourd'hui on a fait ça, demain on envisage de faire ça, d'acquérir telle cible ou de discuter avec X parce qu'on veut se développer. Il y a toujours ce juriste, quand il est bien outillé, qui aura le réflexe de vous dire ok, mais attention quand même à tel écueil à éviter. Voilà. Je viens de parler du pacte d'associés. C'est pas seulement pour régir les situations, les difficultés qui pourraient subvenir entre associés, mais c'est aussi dans la manière de gérer en fait la société. Donc l'intérêt, c'est ça en fait. Accompagnement large, mais surtout continue en fait. Continue. Pour avoir quelqu'un qui puisse guider nos pas dans le monde
de la loi, en fait, que nous, on ne connaît pas en tant qu'entrepreneur, en réalité, Mhm. au quotidien. Tu parlais de nous accompagner pour éviter les mauvaises surprises. Tu as des exemples de mauvaises pratiques qui sont récurrentes, de choses que les gens ratent ou font mal souvent? Des choses qu'ils font mal, je me mets aussi un petit peu à leur place pour certains. Quand ils se lancent dans un projet, le juriste, on ne le voit pas tout de suite. Parce qu'on se dit parfois pourquoi aller dépenser de l'argent. Bon, parfois on fait appel quand même aux juristes, mais une fois sur deux pour créer la société. Et il y en a même certains qui lui mettent donne-moi les statuts, je vais remplir. Puis après tout, voilà, c'est pas si compliqué que ça, créer une société. Il y a des formulaires, il y a des plateformes aujourd'hui en ligne qui peuvent vous accompagner. Ce n'est pas trop ça. Mais souvent, il va avoir justement le fait de se dire bon, ce poste de dépense du juriste, on peut s'en passer. Parce que justement, parfois, on n'a pas le budget. Donc, on va prendre des actes qu'on a trouvés. Mon ami aussi avait créé une société à peu près pareil, machin. Ben, on va récupérer ces contrats et puis on va biffer les noms et puis on va remplacer. Sauf que le contexte et les circonstances particulières de la création de la société de votre ami ne sont pas les mêmes qu'avec les vôtres. Il y a toujours un petit trait de détail. Même s'il s'agit exactement de la même activité, alors oui, l'essentiel de la documentation juridique, c'est plus ou moins la même chose, mais selon le profil, une fois de plus, qu'on a en face, selon le partenaire avec lequel, même la clientèle visée, parfois il convient d'adapter justement cette documentation à ce qu'on veut faire pour nous, en fait. Et donc souvent, moi j'ai des gens comme ça, quand ils viennent, ils me disent donne-moi tes contrats, je vais changer et tout. Ok. Je leur donne le contrat. Et après, ils reviennent vers moi pour me dire il s'est passé ça. Ça a mal tourné, comment est-ce que j'en sors de cette situation? Et là, je lui dis, ben, écoute, je te fais une convention d'honoraires, tu me payes ce que tu aurais dû me payer quand tu m'as pris mon contrat. Ouais. Et puis, voilà, je veux faire un travail que j'aurais dû faire en amont. Du coup, c'est la deuxième partie de ton métier, en fait. Mais Ouais. toi, ton intérêt propre, c'est d'accompagner les gens dès le départ. Et dès le départ, justement, pour ne pas avoir à être confronté à des écueils qui peuvent vous faire dépenser plus que nécessaire. Donc voilà, c'est l'un des principaux, comment dire, L'erreur que font les gens, quoi. l'une des principales erreurs du coup que les gens font, c'est de se dire bon, ben, je fais ce que les autres ont fait et puis ça va aller. C'est vraiment récurrent parce qu'on se dit aussi je ne veux pas avoir à payer. L'information aujourd'hui elle est partout. C'est pas ça le problème. Moi parfois j'encourage les gens à le faire, mais il faut savoir la décrypter, il faut savoir la lire. Un chef d'entreprise qui a des notions de droit, s'il me dit à ce stade je n'ai pas besoin de toi, je ne vais pas m'en offusquer. Oui. Parce que je sais qu'il a des notions et qu'il sait lire et interpréter un texte. Hein, justement, pour revenir sur la petite comparaison juriste-avocat, la grosse différence, c'est que l'avocat, moi j'ai passé un diplôme en plus de mon Master 2 pour avoir le droit d'exercer en tant qu'avocat. Mais sinon, en termes de formation, de base sur les basiques, c'est la même chose. On a fait la même université, de la première à la dernière année minimum. Donc voilà. Mais après, par la suite, oui. Mais pour celui qui n'est vraiment pas du métier, même si les choses ont l'air... La différence, du coup, c'est qu'un avocat, il peut aller au tribunal, du coup, c'est ça? Oui, il va plaider, il va présenter un dossier au tribunal, toute juridiction confondue, tribunal administratif, juridiction civile. Mais le juriste classique, il ne peut parfois aller présenter un dossier que devant les juridictions qu'on appelle les juridictions paritaires, c'est-à-dire que le Conseil du prud'homme, par exemple, ou le tribunal de commerce. Juridiction paritaire parce que parmi les juges, il y a des gens de la société, issus de la société civile. Au Conseil de prud'homme, il y a bien un juge qui va juger votre affaire, mais il est souvent accompagné parfois des gens issus de la société civile, côté employeur parfois, et puis côté salarié, donc des représentants syndicaux qui sont là. Pareil dans les tribunaux de commerce, moi j'ai un ami que j'appelle juge, et que c'est un chef d'entreprise, c'est d'ailleurs en réalité un de mes premiers clients.
et qui, entre-temps, était devenu juge au tribunal de commerce de Pontoise. Comme je l'ai dit, j'étais en région parisienne. Et il était à Pontoise juge pendant, il a fait, je crois, 3 ou 4 ans. Et puis après, il est revenu à ses affaires. Ah Donc, d'accord, donc il a arrêté ses affaires pour faire juge en fait. ouais, c'était non, parallèlement. Ah, parallèlement, Oui, d'accord. oui, oui, parallèlement. Et donc, devant ces juridictions-là, comme on dit, le ministère d'avocat n'est vraiment n'est pas vraiment obligatoire. Et donc, une personne peut aller se défendre parfois elle-même ou demander à quelqu'un qui a des notions, un peu plus de droit, d'aller la représenter et de défendre. Mais c'est là la principale différence. Mais à la base, le juriste classique ne peut pas aller devant n'importe quelle juridiction et plaider, représenter quelqu'un. Derrière, il faut du coup cette accréditation Il en tant faut, qu'avocat il de faut le pouvoir y diplôme, aller. effectivement, qu'on appelle CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui permet d'aller plaider une affaire devant un tribunal. Très bien. D'autres exemples de mauvaises pratiques ou de choses qu'il ne faut pas faire, que tu déconseilles fortement Mauvaise aux pratique. Bon, chefs après, d'entreprise? c'est toujours dans la structuration, hein. On est d'accord que quand je parle de ces mauvaises pratiques, je parle d'abord, en effet, je présente les choses sous l'angle du juriste, hein, que je suis, donc de l'avocat, bien entendu. C'est la structuration, c'est vraiment la base, en fait, hein. C'est vraiment, vraiment savoir se structurer. C'est pas prendre n'importe quel type de statut parce qu'il faut une société. Ça, c'est les clients qui me disent, pour revenir vraiment au fait qu'on fait comme les autres, c'est la structuration, c'est la base de tout. Si les fondements sont solides, normalement, en cas de tempête, on devrait pouvoir tenir. Donc, prendre par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez prendre une SARL alors que vous n'envisagez pas de vos salariés, ou je veux dire, quel est l'intérêt? Bon, après là, c'est entrer dans les détails pour faire un cours de droit, mais selon qu'on a un salarié dans la SAS ou dans la SARL, les avantages ne sont pas toujours les mêmes, en fait. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent se dire, j'ai déjà mon boulot à côté, je veux créer une structure et j'ai pas besoin de me salarier. Par exemple, en tout cas, De ce salarié lui-même? oui, au sein de la Ok. structure, oui, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on peut se salarier. Après, bon, il y a des différences aussi, un salarié ou assimilé salarié, mais quoi qu'il en soit, on peut Même chose. percevoir une rémunération, en fait, dans le cadre de son projet de société. Et pour savoir quelle structure utiliser, la Oui, bonne et la bonne quelle est la chose, bonne? encore Donc, une fois, il faut un accompagnement un et il faut accompagnement que pour pouvoir. toi, de Oui, ton côté, tu saches exactement ce que veut ton client et que tu le connaisses très bien en réalité pour pouvoir le conseiller au mieux en réalité. voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, dès le départ, je mets l'accent là-dessus, sur la structuration. C'est important que ce soit les contrats, que ce soit effectivement la structure, que ce soit les pactes d'associés, mais même après, dans, comment dire, euh, tout ce qui est conseil d'optimisation par la suite, en fonction des revenus que l'on a. Où est-ce qu'on investit et combien ça va nous rapporter? Est-ce que si je garde telle somme ou si je fais telle dépense, fiscalement c'est intéressant pour moi? Si je fais un don à une association, Est-ce que je prends un employé est-ce ou que je prends un deux ou employé ou trois? pas en termes de charges et tout? Allez, mettons que la société, ça marche bien et puis je veux en créer une deuxième. Comment est-ce que je gère les relations entre la première structure, puis la deuxième, puis la troisième? Ce serait peut-être bien, je dis un truc comme ça, de constituer un groupe de sociétés en tant que tel, histoire de bien suivre les relations dans chacune des sociétés et de gérer ça. Et puis peut-être que si tout ça, ça marche bien, ça peut te constituer un pôle de trésorerie. Et du coup, on va peut-être se passer à un moment donné d'avoir à aller emprunter de l'argent à la banque en cas de difficulté. Je vais prendre peut-être dans telle structure pour financer l'activité de la deuxième structure qui connaît un passage à vide, par exemple. Ok, tout ça c'est réglementé et on Tout peut le ça, faire si c'est on a les réglementé. bonnes pratiques Si on a juridiques les en réalité. bonnes pratiques, on peut très bien régir ce genre de relations pour s'éviter des difficultés. Euh, du coup, je fais un exemple sur les mauvaises pratiques. Il y a aussi justement une certaine culture des affaires, selon les personnes, selon les régions. Je t'ai dit que je dois les affaires au HADA et mon métier parfois donne la chance d'aller prester en Afrique. La culture des affaires dans certains pays n'est vraiment pas la même ici. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui va par exemple me dire, je sais pas moi, j'ai besoin de faire une dépense. Il va utiliser sans embâche la carte bleue de la société pour une dépense éminemment personnelle.
Et quand je dis, En Afrique ou en France? en Là-bas? Afrique. En Afrique, ouais. Bon, ici aussi, parfois, des gens, ça flirte un petit peu avec la limite, mais on le fait tous. Mais là-bas, mais vraiment, on le fait, mais comment dire, aussi naturellement. Et Et ça quand, pose moins de problèmes qu'ici. ça pose moins de problème parce que d'abord, le gars, il va te dire, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Bon, en réalité, non, c'est pas tout à fait ton argent, c'est l'argent de ta société. Mm. Oui, mais c'est ma société. Oui, mais la société, on l'a dit tout à l'heure, personnalité morale distincte de la personne physique. Donc l'argent que tu prends dans la société, si c'est pas pour rendre un service, si c'est pas dans le but, si la finalité n'est pas pour que ça bénéficie à la société, en droit, ça s'appelle un abus de droit, quoi. Pardon, un abus de bien social. L'abus de droit, c'est autre chose encore, c'est en fiscalité. Mais ça s'appelle un abus de bien social. Donc concrètement, je me souviens Celui qui toujours, s'achète une Ferrari avec la société, au nom de la société, c'est pour la société, oui, mais tu as une société de BTP. le contrôle fiscal, il risque de tomber vite. Ben oui. Bon, après, on peut s'acheter un Ferrari sur ses fonds propres, sur ses dividendes. Bien sûr. Mais avec les fonds de la société pour dire je veux affecter l'usage, le véhicule à l'usage de la société, tu fais du BTP, monsieur. Les truelles et C'est autres. pour la relation clientèle, je vais voir les gros clients avec. Bon, voilà. Tu dois voir les gros clients tous les jours hein, à ce moment-là. Voilà. Et je me souviens de ce, à l'époque, l'exemple donné qu'on nous avait donné, c'était un chef d'entreprise, c'était un salon, en fait. C'était allé à l'étranger, je crois que c'était au Japon. Et puis là-bas, pour mettre les gars à l'aise, on leur avait fait faire genre, le circuit touristique en marge du salon, quoi, de la visite d'entreprise, les bains de douche et tout ça. Et puis ça s'était terminé dans des karaokés, machin. Bon, il y avait des personnalités légères, si tu vois ce que je veux dire. Et le gars, au retour du salon, il voulait faire déduire en fait toutes les sommes qu'ils avaient engagées là-bas, et même pour les extras de la comptabilité de la société. Donc, ils se prennent un contrôle fiscal et puis, ben, telle facture, c'est pourquoi ben, il y avait un salaud au Japon. Oui, mais là, vous avez fréquenté la maison, truc, machin. Ouais, il y a des noms quand on regarde les factures et Ouais, les lignes non, de... ouais, facture, prestation, girl, girl, girl. Ah ben oui, mais c'était pour mettre tout le monde à l'aise. Et puis, la preuve, c'est qu'on a fini par remporter le contrat. Oui, bon. Oui, mais non, peut-être. Très à l'aise là pour le coup. Oui. Très très à l'aise. Oui, peut-être pas. Donc ça, voilà, c'est de l'abus de bien. Ça passe pas pour le fisc. D'accord. Par contre, ce genre de pratique, on a le droit de le faire avec son argent propre? Petite question. On sait jamais. Je sais pas ce que tu fais de ton argent, Théo. Où tu le dépenses. Moi, j'en ai pas assez pour aller au Japon essayer de gratter des clients avec des services particuliers de maison encore plus oui, particuliers. mais l'idée, surtout, après, quelque part, bon, il faut se rendre compte aussi à l'évidence, hein, ça fait partie des pratiques. Il y a des gens, voilà, on accompagne, c'est comme dans le domaine, il y avait eu des scandales comme ça dans le domaine des pharmaciens, notamment, et des médecins, en fait, non, des laboratoires et des médecins qui donnaient parfois aux médecins, qui proposaient leurs produits aux médecins en disant prescrivez, machin, on vous invite au salon pendant l'été. Généralement, on leur offrait des vacances tout frais et tout, sous couvert d'un salon des médecins. Bon, le salon, c'est 2 jours et demi. Et puis, le reste de la semaine, vous êtes au Club Med, Pompelope. Ouais, ça, c'est les bons séminaires qu'on aime bien avoir, quoi. Voilà. Et puis, en contrepartie, prescrivez nos produits à vos patients. Ah, il y a eu ça quand même. Ah ben c'est courant, c'est récurrent, c'est connu, c'est reconnu en fait. Il y a eu des scandales comme ça aussi ben pendant la Covid, scandale des vaccins, on privilégie tel laboratoire plutôt qu'un autre et tout. Bon, il y a des trucs de commission, rétrocommission. C'est du copinage en fait. Voilà, c'est du copinage. Donc vous avez le droit de le faire. On sait qu'on le fait, mais concrètement, le comptable, un bon comptable ne va pas accepter la déduction d'une facture comme ça. Et le juriste même, moi tu viens me voir en amont en disant j'ai envie de faire ça, je dis non, fais-le mais ne me dis pas en fait. Parce que moi il y a ma responsabilité aussi en tant que conseil qui est engagée. Si je donne à dessein un mauvais conseil, ou si j'encourage en fait mon client à être hors la loi, ben, je suis son complice. C'est pas parce que secret Ah oui, donc toi professionnel. tu peux avoir des problèmes derrière aussi. Ben oui, hein. ben j'ai un ordre. Je fais partie d'une profession réglementée. Oui. Donc la manière dont je fais mon travail, s'il est mal fait, mon ordre peut me taper sur les doigts. Donc je n'encourage pas. Il y a des pratiques que je n'encourage pas. Donc pour revenir sur certains trucs, bon, c'est pas pour faire le cliché africain, machin, corruption et tout. Mais oui, concrètement, je sais que dans certains milieux, ça se passe comme ça. Donc quand je sens qu'il va dans cette direction,
ben, j'y vais pas à cette réunion, par exemple, Ouais. où je sens qu'il y a des billets ou des trucs qui vont circuler. Et puis tu sais que tu pourras rien y faire, donc autant Voilà, pas y aller de toute déjà, je façon, sais que je comme pourrais ça rien faire. tu te dédouanes de ces problèmes-là. Voilà, exactement. Et puis, il y a certains qui vont te dire, oh, on a toujours fait comme ça, et puis, pas vu, pas pris, qu'est-ce que je risque? Ben, tant que c'est pas vu, pas pris, ok. Mais sauf que le jour où C'est vu et c'est pris. c'est vu et c'est pris, ben, le contrôle et le redressement, il va se faire très, très, très mal. Surtout s'ils arrivent à remonter sur les années où ça a été fait avant, Ouais. ça va picoter, je pense. Oui, qu'on y ajoute un peu de mauvaise foi en plus, et de la volonté manifeste de vouloir être hors la loi, oui, ça peut faire très mal. Donc là, on était sur les mauvaises pratiques. Mauvaise pratique, ouais. Et t'as été très très loin, même t'as avancé sur mes questions, tu vas plus vite que moi. Les bases, du coup, et les bases, on était sur la structuration. Donc là, voilà, donc Mhm. j'allais poser une question sur quelles sont les bases. Tu y as répondu tout à l'heure en disant qu'il faut structurer son projet en amont, en réalité, Oui, pour être la sûr qu'il n'y a pas de structuration, problème. elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et puis, bon, effectivement, dans le prolongement de cette question, si l'idée, c'était de dire, parce qu'on est bien structuré, on va gagner de l'argent, pas forcément, en fait. Et là, c'est ce que je dis à tous mes clients lorsqu'ils sont en début d'aventure, euh, pour que la dynamique avocat d'affaires en tout cas, et vous, porteur de projet, chef d'entreprise, marche, la première chose à voir déjà, c'est le secteur dans lequel vous vous lancez. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a du business, en fait? C'est de faire en sorte que l'activité soit pérenne. Si vous présentez à votre juriste toutes les garanties de ce que, ben là, on est leader sur le secteur et on peut faire en sorte que ça marche, ben, tant qu'il y a de l'activité, mieux c'est même, j'ai envie de dire, pour le juriste. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le juriste, il ne va pas vous apprendre à gagner de l'argent. Déjà, on n'a pas été formé pour ça. Pour dire à nos clients, grâce à moi, tu vas te lancer en telle activité, tu vas gagner. Mais en revanche, et c'est là où, pour ce qui me concerne, ça relève plus d'une curiosité personnelle et aussi intellectuelle de manière générale. Une fois que je comprends le secteur d'activité dans lequel tu travailles et que je sais que oui, il y a une potentialité, il y a un gros potentiel là-dessus, ben ouais, je suis d'autant plus à l'aise pour te proposer des montages, pour structurer comme il se doit, à minima pour ne pas perdre déjà de l'argent. Et pour sécuriser l'investissement que tu vas faire de façon à ce que, bon, il y a toujours des aléas parfois, mais même en cas d'aléa, qu'on retombe au minimum sur sur nos pattes. Vous savez, c'est comme certains contrats, je sais pas moi, d'assurance que certains parfois gestionnaires de patrimoine vont vous proposer, vous dire bon mais là vous investissez mais attention il y a une perte de capital, mais après on peut aussi investir dans tel type de produit de sorte que bon quand on sent que ça ne marche pas, à la limite ce que vous allez perdre ce sont les intérêts ou votre éventuelle plus-value, mais le capital investi de départ ça reste Ne là. bouge pas, ouais. C'est limite le livret A quoi. Ben, c'est pareil en fait pour le juriste, pour l'avocat d'affaires. Il faut que je comprenne la nature d'activité de mon client, que je m'y imprègne aussi. Et une fois que j'ai compris qu'il y a de l'activité, ben, en fonction des éventualités, des potentialités, aléas et tout, ben, on met en place le projet, on le structure de telle sorte que, bon, au pire, on perd quelques plumes, mais on a notre mise de départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le contrat ou l'opération d'optimisation qui est mise en place puisse nous faire perdre plus que ce qu'on a investi. On perd de l'énergie peut-être, parce qu'il y a toujours, comme tu disais, des aléas. Un projet professionnel, on se jette toujours un peu dans le vide, hein. Voilà, Mais en tout cas, on peut faire comme les chats, essayer de retomber sur nos pattes et pas perdre d'argent déjà, c'est l'intérêt, quoi. exactement. Donc moi, dans mon métier, je vais considérer à un moment donné que j'ai bien fait mon métier, d'autant que j'ai une obligation de moyens, je n'ai pas une obligation de résultat. Avocat, quel que soit le secteur d'activité, pénal ou autre, je n'ai pas d'obligation de résultat. Donc je ne peux pas venir te dire, Théo, si tu investis là, c'est jackpot garanti. Je ne vais pas dire, bon, ok, tu as été filmé, tu as battu ta femme, peu importe, mais je te promets l'acquittement. Non. Circonstances atténuantes ou non, peu importe. Hein. Bon, l'exemple sur battre les femmes, c'était pas le bon. Désolé. Mais l'idée, c'est que je ne peux pas garantir à une personne
du résultat, en fait. Je peux lui faire comprendre qu'il y a de meilleures chances de succès, justement, compte tenu de ma pratique, de mon retour d'expérience. Ça fait 15 ans que je suis sur le marché, ça fait 15 ans que je traite de ce genre de deal, et à circonstances mais vraiment similaires, j'ai toujours eu de bonnes décisions. Donc ça vaut le coup qu'on y aille. Et nous y allons. Et une fois sur deux, j'ai raison. Mais l'idée surtout, c'est de faire pour le chef d'entreprise qui va me dire, je veux investir dans tel truc, allons-y. Je considérais que j'aurais bien fait mon boulot quand il ne perd pas tout, en fait, de sa mise de départ. Parce que le contrat sera bien sécurisé. Un exemple, par exemple, de sécurisation de contrat, c'est selon les clauses que l'on y met. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, une mauvaise exécution du contrat. Bon, généralement, l'une des parties, quand elle n'est pas contente de ce que le contrat a mal été exécuté ou pas exécuté du tout, aujourd'hui, maintenant, on demande des dommages-intérêts surtout, quoi. Ben, l'idée, c'est de limiter justement le montant des dommages-intérêts. Donc, selon certaines formulations, je veux mettre une clause pénale, c'est sûr. L'intérêt de la clause pénale, sans vouloir faire juste un cours de droit, c'est juste dire que en phase d'exécution de mon contrat, si je ne remplis pas tels objectifs, on part du principe que je te cause un préjudice parce que cet objectif n'aura pas été accompli dans les délais. Donc il y a un préjudice de fait, parfois qu'on t'épargne à pouvoir justifier. Et en guise de compensation, je te paye une sorte d'amende dont le montant est défini par avance. D'accord, donc en réalité, si tu respectes pas ta part du contrat, tu payes. Voilà. Tout simplement. Mais une part en particulier du contrat, c'est la particularité de la clause pénale. C'est pas part du contrat, les prestations peuvent être diverses et même nombreuses. Mais en particulier, bon, on va prendre par exemple les délais de livraison. Je dois te livrer tel produit, tel jour, à telle heure. J'ai 2 jours de retard, peu importe. Bon, parfois il y a des forces majeures et tout, mais bon, j'ai 2 jours de retard parce que, je sais pas, mon chauffeur-livreur m'a lâché à la dernière minute. On en a pris un autre qui s'est perdu à Bègle au lieu de venir à Florac. Bon, dédommagement, clause pénale, allez, 10 € de dédommagement. L'intérêt de cette clause, c'est quoi? C'est de dire que si je te laisse évaluer ton préjudice et que tu as le réclamer, obtenir une décision de justice pour que je te dédommage, le juge peut t'accorder plus que ce qu'on a convenu. Donc pour moi, qui suis censé exécuter la prestation, c'est peut-être plus utile et peut-être même plus judicieux que de me dire, en cas de faute, dont on va définir la nature, allez, dédommagement forfaitaire de 10. Parce que je sais que si on va en justice, tu pourras obtenir 25, 30, 45. Même si c'est forfaitaire, on peut avoir plus. Non, forfaitaire, c'est convenu à l'avance. D'accord. Toi et moi. Oui. C'est, voilà, je fais telle faute, je te dédommage de temps, et puis on continue, on passe à autre chose. Ok. Mais mettons qu'il n'y a pas cette clause dans le contrat. Je fais une faute. Et tu me dis, Vincent, tu m'as causé un préjudice. Et je veux obtenir réparation de mon préjudice. Bon, naturellement, on peut en discuter, on peut s'entendre sur un montant et tout. Mais mettons qu'on n'arrive pas à s'entendre, ben, à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que d'aller réclamer justice, justement, Au tribunal. au tribunal. Et à ce moment-là, tu vas faire la démonstration à un juge du préjudice que tu as subi et de tous les coûts, La livraison qui n'a pas été livrée dans les temps m'a empêché de faire telle prestation. Du coup, j'ai perdu temps, tel montant. Ouais. Voilà, et j'ai potentiellement perdu en plus un autre client qui attendait de moi que. Et du coup, j'estime que mon préjudice, il est de temps. On aurait dû convenir 10, mais légitimement, tu peux aussi justifier que finalement, c'est pas 10, c'est 100, c'est 150. Et un juge peut t'accorder ces 150. Que du coup, l'autre partie qui n'a pas respecté sa part du contrat devra te payer. Exactement. Donc l'intérêt aussi, c'est ça. La structuration, pour moi, c'est ça. Donc quand je te dis l'idée, en fonction de la nature, de l'activité, de les relations que tu vas avoir avec tes clients, sécuriser les contrats, c'est aussi ça, c'est d'anticiper parfois des aléas. On ne peut pas toujours les anticiper, mais de se dire, en cas de, si on devait, je ne sais pas moi, dédommager, mettons plutôt une clause d'indemnisation forfaitaire. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser. On est sûr de ne pas dépasser tel montant. Et puis, allez, parfois dans certaines circonstances encore, on va lui demander
en contrepartie de cette indemnisation, elle n'est pas de poursuite judiciaire, tu renonces par avance à toute poursuite, par exemple. Et Ouais. ça peut épargner pas mal de difficultés et L'intérêt, de du coup, frais. c'est de verrouiller toutes les étapes possibles pour perdre le moins de plumes s'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mm, Bon, très mm. bien. On a discuté en long et en large de tout ce que tu fais. Ouais. Maintenant, on va revenir un petit peu à toi et de ce qui t'a motivé, du coup, pour devenir avocat. Alors, ça fait un peu cliché, mais c'est papa. Mon père était avocat. Cliché, c'est beau, c'est une belle Oui, histoire. oui, voilà, beaucoup de gens, Avocat de comme père en fils, du coup. avocat de père en fils, le fils qui reprend la succession de son père. C'était vraiment ça pour moi. Et puis, quand il était avocat, j'étais encore tout gamin. Bon, j'étais au collège, mais jusqu'à après l'adolescence, on a encore, pour certains, en tout cas pour moi, c'était le cas, ce complexe de mon père, ce héros, c'est papa qui rentre du boulot, qui parle de ses dossiers, et puis nous on est là. En tout cas, moi, je suis subjugué. J'ai le souvenir de le voir travailler, parfois les week-ends, dans sa bibliothèque à la maison, et puis de l'aider, ne serait-ce qu'à ranger les dossiers. Fais-moi ça, tu prends tel document, tu le ranges là. Ça s'appelle une cote de plaidoirie. Donc il y a des trucs déjà qu'on Des choses qu'on apprend. apprend, ouais, Je suis dès au l'enfance. collège et puis j'aime ça. Et puis je me rends compte assez rapidement que j'aime ça. Et puis par la suite, oui, naturellement, bon, c'est un peu tristouné, je le perds assez vite, mais j'étais déjà dans le truc, c'est bien que pour moi c'était naturel. Par la suite, les gens m'ont dit oui, mais tu le fais pour rendre hommage à ton. C'est pas seulement rendre hommage, c'est juste que peut-être qu'il a su petit à petit, sans me le dire, sans me le faire comprendre, Mettre la graine dans ta mettre la tête graine, le truc, c'était Inception, quoi. Mais voilà, c'était ça. Donc moi, naturellement, je me suis orienté vers des filières déjà de littérature au lycée, et puis en droit. Et je n'ai pas pris la chose comme une sorte de corvée, en fait. Les matières, elles étaient accessibles. Certaines étaient un peu plus difficiles à comprendre, mais quand c'est le cas, on se pose, on se concentre, et on apprend, et puis voilà. Ouais, mais vu que ça t'a passionné depuis jeune, en réalité, bah, ces blocages-là, Oui, on travaille pour les faire on y sauter, en fait. travaille pour les faire sauter assez rapidement, assez naturellement, et puis ça s'envole, quoi. Et oui, donc je l'ai fait comme ça, c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, cliché, c'est peut-être même un peu banal, mais pour moi, c'était la voie. Banal. C'était pas, c'était clairement pas le truc parce que c'est avocat de père en fils qu'il faut absolument reprendre la chose pour ne Oui, pas. t'étais pas obligé, ton père t'a pas forcé, c'est vraiment quelque chose qui est venu Mm, par l'accompagnement en fait de ton père et à le voir tous les jours. C'est pas, on t'a pas dit fais avocat quoi. ouais, exact. Exact. Du coup, la prochaine question, je suppose que tu vas me répondre ton père aussi, mais si tu devais me citer une personne du coup qui t'a influencé dans ta vie, Bah, du coup, c'est lui. Après, par la suite, c'est vrai que pour ne retenir qu'une personne, hein, il y en a bien d'autres. J'ai vraiment parlé de tant d'autres personnes qui ont jalonné mon parcours et m'ont encore plus rassuré dans la démarche que ouais. j'avais à faire et aujourd'hui que je prends vraiment un exemple. Mais lui, il était là au départ. Donc oui, il y a cette influence-là du départ. Et puis, oui, par la suite, il y a eu bien d'autres personnes qui ont aussi contribué à leur manière, sans que je sois en mesure de pouvoir dire aujourd'hui si elles ont apporté plus ou moins que ce que mon père a fait. Bon, j'ai perdu, j'avais 15 ans, donc Oui, je c'est sais vraiment pas, très jeune en fait. très jeune, donc je sais pas ce qu'il aurait pu apporter plus, mais parfois, quand je me prends à rêver, je me dis, ça aurait été quand même, ça aurait pu avoir de la gueule parfois de me retrouver à travailler avec lui et parfois même L'un contre l'autre au tribunal, parfois ça aurait même été pas mal, l'un je contre pense. l'autre, ouais. Et ça aurait pu avoir de la gueule, ouais. Parce que, quoi qu'il en soit, on se retrouve toujours dans ces influences-là. Oui, ben oui. Surtout que bah, c'est lui qui t'a mis dedans, donc ça doit être fort au niveau émotionnel. Mm, mm. Si tu pouvais te donner un conseil à Ouais. toi-même quand tu commençais ton métier d'avocat à l'époque, maintenant que tu as ton expérience et tout ça, qu'est-ce que tu te dirais? Bon, j'avoue que un seul, c'est toujours pas suffisant. Et oui, c'est Euh, là, c'est la fin d'interview est difficile. Là, il y a que ouais, des questions sur un, sur un, un. c'est pas assez. Ben, il faudra changer ces questions. Ah non, Euh, justement, c'est les difficultés pour vous, hein, nous, ça nous euh, va très bien. ouais. C'est un conseil.
Alors, c'est pas le conseil prioritaire, hein, naturellement, mais je dirais peut-être voyager un peu plus au début. Alors, Pourquoi, du coup? Pourquoi le voyage peut t'aider en tant ben oui, qu'avocat, du coup? ben oui, justement, parce que dans la pratique aujourd'hui, moi j'évolue dans un monde où on retrouve, il y a pas mal de standards internationaux en fait. Et aussi, la différence de culture est importante. Quand j'accompagne un client dans un pays et dans un autre, c'est pas tout à fait la même chose. Apprendre des autres, au-delà du plaisir de voyager, de découvrir, de faire du tourisme, d'apprendre. Mais il y a, oui, toute la partie mentalité, le mindset, la culture des affaires. En France n'est pas la même que au Congo-Brazzaville, d'où je suis originaire. Ça n'est pas la même que en Chine. Ça n'est pas la même qu'en Inde. Ça m'arrive, j'ai pas énormément de dossiers internationaux, mais quand je travaille sur certains dossiers avec des gens de cultures différentes, par exemple les Chinois, j'ai un pote chinois qui il va me dire Vincent, j'ai un dossier pour toi. Le gars, il a commencé à me dire ça, c'était avant le confinement. Mais j'ai toujours pas signé. Ah oui, d'accord. Eux, ils font leurs affaires sur Ils longtemps. prennent le temps, pour certains. Ils prennent vraiment le temps. Et ils vont revenir. Je ne pense pas que ce soit quelque part de l'abus. Mais ils vont vérifier, puis ils vont revenir, ils vont te reposer 15 000 fois la même question. La dernière fois, tu avais dit ça, c'est toujours d'actualité. Oui, 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 c'est toujours d'actualité. Ok. Ah oui. Et puis, il y a certains, par exemple, en termes de mentalité et tout, qui sont très susceptibles. Ça, c'est pas un dossier à moi direct, j'étais juste en sous-traitance. Des Indiens. Un partenariat avec une compagnie française. Donc, ça discute, on voyait tel rapport et tout. Ils sont en processus d'achat, en fait, d'une entreprise française, une plus grosse prise de participation. Et donc, il y a ce travail en amont qui est fait, des due diligence, des rapports d'études qui sont envoyés, et puis des réunions, ça discute et tout. Et puis, à un certain moment, bon, période des tensions, ça arrive un peu. Puis, il y a, du côté français, il y a un chef d'équipe qui hausse un peu le temps et tout. Je dis, mais on a déjà répété ça, ce truc, ça a été vu et revu, machin. Je propose qu'on passe à autre chose rapidement. Et ça, c'est pas plus. Ça n'a pas plu. Les gars, ils sont vexés, sauf qu'ils ne le disent pas tout de suite. Ah. Ils vont laisser passer le temps. Puis, au moment où il faut aller signer et tout, je dis, bon, nous, on considère que il y a quand même un petit préjudice qu'on a subi. Il a mal parlé à mon patron n'est pas content. Je vous ai remarqué que depuis quelques temps, il ne parle pas. Ah, d'accord, je pensais qu'il avait mal à la gorge. Ben non, il n'a pas mal à la gorge, il est très fâché, machin. Et il y a cette insolence-là que vous avez, il faut que ça change et tout. Et pour la peine, il faut modifier telle chose. Ah oui, donc c'est Ouais. préjudice, on change. Voilà. Il y a certains, c'est vraiment, voilà, c'est la mentalité qui n'est pas la même. Et je me souviens quand j'ai commencé à aller travailler en Afrique aussi, toujours dans cette mentalité-là. Moi, dans ma culture d'où je viens, l'éducation, elle se transmet d'abord oralement. L'écriture, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, pour caricaturer un peu. La culture, la transmission, c'est verbal. Et j'ai parfois été heurté à certains hommes d'affaires quand on leur dit il y a un deal, maintenant il faut formaliser. Or, on voit les documents pour signer, il oublie, De signer? ouais, de signer. Ou en tout cas, c'est pas qu'il oublie, mais il signe pas tout de suite. Donc après, on fait une relance, une deuxième relance et une troisième. Alors que le deal avait été validé Le deal, il est normalement, validé tout est dans les bon, grandes on lignes, est bon, machin quoi. et tout. Il ne reste plus qu'à vraiment signer le pré-contrat ou les lettres d'intention et tout, mais surtout les documents définitifs. Le mec, il est déjà passé à autre chose. Et à un moment donné, ça va l'énerver que vous lui relanciez une troisième fois pour pouvoir signer ce truc. Et il y en a un qui me dit, maître, dites à vos clients que moi ici, je suis respecté, que ma parole vaut de l'or. C'est pas un bout de papier que je vais signer qui va faire en sorte que le truc se passe bien ou se passe pas bien. En ce moment, elle joue en domicile. Et on était du coup en Afrique. Et c'est une grosse personnalité, un chef culturel et autres. Il dit, on joue à domicile. J'ai donné ma parole, ça va se faire. Après, on lui explique, mais c'est pour des besoins de garantie, de sécurité. En face, il a besoin d'avoir un document signé pour justement s'assurer que ses droits seront respectés. Bien sûr, c'est compréhensible. C'est Mais... compréhensible, ça va de soi.
Il dit oui, mais en gros, m'énerve pas, quoi. Je vais le signer, j'ai oublié, machin. Bon, c'est pas important. Pour moi, la parole, elle est donnée. C'est comme si tu remettais ma parole, mon honneur en cause en me demandant signe, signe, signe. C'est comme si tu n'as pas confiance. Et si tu n'as pas confiance, autant qu'ils repartent chez eux tout de suite. J'ai eu un monsieur s'est énervé. Je me souviens, je n'oublierai jamais. C'était en 2016. Je venais de me lancer à mon compte. Et c'était un de mes premiers gros contrats, en fait. Et je me dis, ouais, effectivement, bon, je me doutais, hein, culture, le droit d'aînesse, dans certains pays, c'est vraiment, il faut le prendre au pied de la lettre, il faut vraiment respecter ses aînés, quoi. Et quand je parle, s'il te plaît, tu te tais. Tu attends que j'ai fini de parler. Et donc, du coup, oui, il y avait une sorte de tension. Là, j'ai eu même l'impression que ça n'allait pas se faire, que son contrat allait être jeté à l'eau. Donc, du coup, j'ai dû revenir vers mes gars, je les ai calmés un petit peu. Attendez, ça va finir par le faire. Aujourd'hui, il est en colère. Laissons-le une journée ou deux, machin. Oui, mais ça coûte quoi? Il peut signer tout en étant en colère? Oui, mais non. Oui, non, du coup, parce que c'est pas sa manière de faire et C'est pas sa manière de faire. Il considère que tu remets en cause sa parole, donc son autorité, donc son honneur, et c'est très grave. C'est un gars, c'est un vieux de la vieille. Oui, on a l'habitude de signer des contrats, mais en effet, après le monsieur en face, effectivement, il n'y avait pas de quoi remettre sa parole. Il a toujours, c'était quelqu'un vraiment de droit dans la manière de faire, parce qu'il est de cette culture, de cette mentalité où, je parle, j'ai dit, ouais, je ferai. ma parole donnée, c'est ma parole donnée, quoi. Je suis chef de tribu, je suis chef de machin, mais voilà. Donc certaines personnes ne comprennent pas ça. Bref, ce que j'avais envie de dire, c'est ça en fait. Découvrir lorsqu'on évolue dans le milieu international, découvrir, apprendre des autres, c'est pour moi c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience que dans mon métier d'accompagnement, ça aide. Hein, découvrir la culture des autres, la mentalité. Voir les mentalités qui existent Ouais, pour après piocher dans certaines situations plus une mentalité qu'une autre parce qu'elle est plus adaptée exactement. et mieux comprendre en réalité Ouais, tes clients. Comme tu disais tout à l'heure, tu as besoin de savoir et de comprendre tes clients pour pouvoir les conseiller au mieux, quoi. exactement, exactement. Donc ouais, j'ai à apprendre bah, du coup dès que je peux partir un peu, que ce soit en mode vacances, décompresser et tout. Voilà, il y a ce réflexe. Tout ce que j'apprends, c'est comme si je me mettais en mode automatique. Hein. C'est pas je veux faire un voyage culturel ou un voyage d'affaires pour apprendre. Non, je suis pas un ethnologue non plus. Mais selon les endroits que je fréquente, quand j'apprends à connaître les autres, je me sers de tout ce que j'apprends, et y compris sur ma vie personnelle et beaucoup, de plus en plus aussi, dans la vie professionnelle. Et ça, ouais, ça sauve des situations, ça permet d'éviter parfois des catastrophes. Tu m'étonnes, tu dois avoir des moments où t'as appris des choses qui t'ont sauvé sur certains contrats avec des clients. Mm. D'ailleurs, en ce moment, tu travailles sur, bon, je suppose que tu n'as pas le droit de nous dire grand-chose, mais des gros projets, des choses qui te tiennent à cœur dans les projets que tu as en cours? Des gros projets, oui, c'est intéressant. Moi, j'aime, en fait, le dossier, il me tiendra particulièrement à cœur quand j'accompagne le chef d'entreprise depuis le début. Comme on dit, ne serait-ce que la fierté de se dire, ben, ce bébé aujourd'hui qui est devenu une pépite, ben, j'étais là à l'origine. Ne serait-ce que ça, ouais. Et puis quand il est porteur, quand il est stimulant intellectuellement, forcément, il me tient à cœur. Et puis il y en a d'autres, parfois, ben, ce sont parfois les sans manger, il faut vous dire ce qu'il est, parce que c'est important. Il y a 2 ans maintenant, on m'a demandé de participer à un gros contrat de levée de fonds. Je crois qu'il y a 4 cabinets d'avocats dans le truc. Et puis il y a moi, parce qu'une partie du business en cours se passe en Afrique. C'est une grosse levée de fonds de 70 millions. Ah oui, donc c'est vraiment une grosse levée de fonds. Et toi, Ouais. du coup, tu es présent parce que du coup, tu as ce côté Oui, droit africain droit t'aide. des affaires OADA, donc je suis là-dedans, je sers un petit peu de coordination. Je ne saurais pas dire si ça va marcher. Ce genre de choses, c'est très long. Justement, on parlait de la mentalité, de certaines cultures aussi. Il y a eu une période, pendant 6 mois, on n'en a pas parlé de ce dossier. Ni avec mes clients, ni avec les autres en face. Stand-by, il ne se passe strictement rien. Alors que on avait fait des écrits et puis on attendait un feedback. Rien. Et puis un jour comme ça, c'est le client, enfin, un des clients, une des parties en cause, qui revient. Mais au fait, on en est où de ce dossier? Genre, c'est moi qui attendais quelque chose de vous. Ben non, monsieur, c'était plutôt l'inverse.
vous avez fait ça, on avait fait 2-3 relances. Et puis, ben, moi, j'ai conseillé à une des parties en la cause d'éviter des relances, surtout intempestives et tout, parce que, bon, justement, il ne faut pas trop le contrarier. Pour éviter Voilà. l'affaire de tout à l'heure où on contrarie les gens quand ils Et donc, le monsieur revient et sont dit dans le truc. ah, ben ouais, ah, ok, je ne savais pas. Bon, j'étais aussi affairé à faire autre chose et tout. Tu vois, c'est pas comme si je suis allé à la cuisine prendre un truc et puis j'ai oublié, quoi. Donc, pendant 6 mois, il faisait autre chose. Bon, ben, on peut revenir sur le projet, non? Et tout. Naturellement, classe. Ben ouais, on revient. Ben, qu'est-ce qu'il y a à faire? Où on en était où la dernière fois? Et puis on regarde où on en était et puis on essaie d'avancer. Donc ça, oui, je retiens en particulier ce dossier parce que au bout d'un moment, tu te dis, ben, si je compte sur ça pour vivre, j'ai le temps d'attendre. Mais au-delà de ça, ben, parfois aussi, il y a les enjeux du dossier qui peuvent faire en sorte que, bon, selon les circonstances, ben, on attend. Justement, pour revenir justement sur ce parcours, hein, pas pour refaire l'interview, mais ben, notamment, j'accompagne, selon les régions, j'accompagne des clients dans certaines régions d'Afrique, certains pays. Ben, je vais lui dire, attendez, parce que le business, parfois, il est très, très corrélé à la couleur politique, en fait, à la situation politique. Donc, pour peu qu'il y ait plus ou moins des tensions politiquement, je vais leur dire, ben, c'est normal qu'on attende 1 an que les choses se tassent un peu. Ouais, là, il va falloir attendre soit que ça change de parti, soit que le parti en place mette ça en Ouais. place, sa politique, et que ça commence à rouler. Ouais. Mais il faut pas agir de suite, quoi. Voilà, donc il y a ça aussi. Et pendant une certaine période, par exemple, selon les clients, la nature de l'activité et tout, je disais à certains de mes clients, quand on va dans tel pays, allons le lendemain des élections. C'est-à-dire une fois que les périodes de brouille sont passées et tout ça s'est stabilisé. Et là, on peut avoir plus ou moins l'assurance de conduire le projet pendant au moins 5 ans. Parce qu'il y a, Avant, vraiment des endroits où la politique change énormément ah ouais, la du tout, nature tout, du tout. projet. Ah ouais, ça change non pas la nature du projet, mais même la potentialité du développement du projet. Il y a des gens, surtout dans les pays où ça fonctionne au coup d'État et tout, c'est pas pour faire dans le cliché, mais une fois sur deux, quand les gars arrivent, ben, on balaie tout ce qui a été fait et puis on recommence. On Ah part ouais. du principe que ce qui a été fait, c'était pas bien. De toutes les façons, on s'est fait élire ou on a forcé notre élection sur le fait que vous travaillez mal et que vous vous goinfrez au détriment du peuple. Donc tout ce que vous avez fait par définition, c'est pas bien. Du coup, on écarte tout, on efface tout. Oui, mais moi j'étais là, j'avais signé avec votre prédécesseur. Ben oui, vous l'avez dit, mon prédécesseur, pas moi. Avec moi, il faut tout recommencer. Ouais, c'est compliqué dans ces endroits-là où du coup la Donc oui, politique change vraiment du tout au tout, et puis par des gens donc qui font parfois, table rase, quoi. ouais, ça peut être compliqué. Après, bon, il faut pas, je dis ça non plus, il ne faut pas en faire une généralité. Il y a certains, même parfois à l'occasion des coups d'État, bon, on retient des projets dont on sait que c'était bénéfique pour la population, pour tout le monde. Oui, parfois il y a certains qui ont quand même cette hauteur d'esprit-là que de se dire, non, objectivement, on garde le précédent projet et puis on l'accompagne, on continue de faire en sorte que ça prospère. Donc tu travailles sur ce genre de dossier en ce moment. Donc, ouais, quand je travaille sur un, là, il y en a un, hein, celui-là, voilà, depuis 2 ans, ça prend le temps, ça. Mais c'est là, c'est en cours. Mais il est là, celui-là, il est, je le retiens, je le cite en particulier parce que, sincèrement, voilà, c'est pas que le côté juriste du droit qui est stimulant, mais c'est tout ça, c'est tout l'univers à côté. Donc, comme on disait, c'est la mentalité, c'est d'autres considérations. Je sais pas moi, c'est des auditeurs, par exemple, à côté, c'est des gens du marketing qui vont faire un truc et qui voilà, vont vous présenter quelque chose. Parfois, ça n'a rien à voir. Moi, parfois, on m'a dit, mais maître, c'est pas obligé que tu viennes à cette réunion, ça n'a rien à voir avec le droit. Oui, mais bon, par curiosité, je viens quand même voir. Et parfois, on me demande, on me dit, tu veux venir? Bon, oui, je viens. Et c'est bien que c'est un autre exemple, sinon on va rester là 1 heure de plus. Voilà. Mais parfois, je me suis retrouvé à des entretiens d'embauche, par exemple. Ah oui. Maître, tu nous as accompagnés pour ce projet, on va faire passer un entretien à un ingénieur, viens. Là, du coup, c'est moi qui dis non. Ah oui, parce que ça C'est sert à... Enfin, un t'as pas à être là pour ça, quoi. géologue, non seulement, je dis, mais quelle question je vais lui poser? Oui, mais tu as toujours quelque chose à dire. Oui, mais là, là, c'est vraiment pas mon truc. Je viens pas. Oui, mais viens quand même. Rédiger le contrat à la rigueur de l'employé à la fin, Ouais. mais... Et ça, oui, parce que pour certains, hein, avec certains de mes clients avec lesquels ça se passe plutôt bien,
quand ils comprennent cette curiosité que j'ai à vouloir tout savoir, tout comprendre, parfois spontanément ils me disent viens, il y a un truc à faire. Et puis quand j'arrive sur place, je découvre que c'est pas mon truc, c'est pas ma partie, comme on disait. Mais bon, pour autant, ben, parfois je reste et puis ça me permet quand même d'apprendre quelque chose, comme on dit, de pas mourir bête, de pas dormir bête. Donc, et oui, tout ça pour moi c'est stimulant dans ce métier. D'accord. Bon, on arrive vers la fin là. J'ai encore une dernière question à te poser, la question qu'on pose à tout le monde. Mhm. Encore une fois, tu vas pas l'aimer parce que tu as un seul choix possible. Il faut vraiment que je vous apprenne à changer cette question. Eh ben, on fera pas ça. On t'écoutera pas pour le coup. D'accord. Si tu pouvais nous citer une seule œuvre d'art dans ta vie, que ce soit du cinéma, du théâtre, de la musique, une peinture, que sais-je vraiment, peu importe. Une seule que tu aimerais bien faire découvrir aux autres. Qu'est-ce que ce serait? Faire découvrir au cinéma. J'essaie de réfléchir. Du coup, bah ouais, c'est le genre de questions qu'on ne prépare pas. Et même quand on les prépare, on ne sait pas. Plutôt un ouvrage qui m'a marqué quand j'étais gamin. Vous n'allez pas connaître. C'est un auteur qui s'appelle Jean Malonga, un auteur congolais. La légende de Mfumu Amazono. Je te donnerai. Ouais, l'écriture, que je puisse l'écrire quelque part. Ouais, ça m'a marqué. Je l'ai lu qu'une seule fois, cet ouvrage, et il m'a vraiment marqué aujourd'hui, encore. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Ah oui, mais si ça t'a marqué et que tu l'as lu qu'une fois, que tu t'en souviens encore Ouais. maintenant, ah oui, ça doit être fort. Oui. Ça parle de quoi? Ça parle un petit peu de la migration. C'est une sorte de conte, légende africaine, sur le déplacement, sur la migration, sur l'acceptation de l'autre. Ouais. Et je me souviens aussi que, bon, pour faire un petit peu le pitch de l'histoire, c'est une personne qui est obligée de faire un long voyage, une sorte de voyage initiatique, parce que chez lui, les circonstances, un petit peu comme ce que vivent certains migrants, ben, se développer, se surpasser dans son village, ça devient un petit peu difficile, il est obligé de partir. Et il fait la connaissance, il part pour découvrir, il se rend compte que c'est un voyage initiatique qu'il fait, il découvre le monde en fait. Et puis il y a cette phrase, parmi l'une des phrases qui m'a vraiment marqué, qui dit la nécessité rend inventif et ingénieux. Parce que ce monsieur, justement, au cours de son voyage, a dû s'adapter en partie ben pour vivre, pour survivre, quoi, tout simplement. C'est la première fois qu'il quittait les siens pour ailleurs, et sans rien, sans personne pour l'aider. Et oui, cette phrase en particulier m'a marqué. Et de temps en temps, je me surprends encore à arriver à me dire, il faut que je fasse un petit peu... bah, du coup, ça doit être des librairies spécialisées pour le retrouver, cet ouvrage. J'aimerais bien le relire. Ouais, parce que tu l'as lu qu'une fois en Je plus. l'ai lu qu'une fois, mais ouais, il y a bien ce marqué. passage en particulier, et puis il y a cette histoire-là qui m'a vraiment marqué. Il faudra que tu me l'écrives sur un papier, qu'on puisse le noter en dessous de l'interview Ouais. dans les commentaires. Celui-là, il m'a marqué en particulier, ouais. Après, il y en a bien d'autres. Je Je suis me arrivé doute. avec un autre. Est-ce que je parle de Sherlock? Est-ce que je parle de Arsène Lupin? Non, mais bon, voilà. Mais oui, il y a. On peut en parler après d'œuvres d'art, on peut en parler encore 3 heures. Mais là, Ouais. le podcast, Ouais. il est déjà bien assez long, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. On a passé, je crois, on est quasiment à plus d'1h10 hein, ensemble. Donc Ouais. merci beaucoup, c'est vraiment le podcast le plus long qu'on ait fait. Ah. C'était hyper intéressant, on a Ouais. appris plein de choses. Et puis, Bien. Merci de l'invitation. avec plaisir. Je suis venu un peu stressé, mais voilà. Un peu de stress, il n'y a pas à devoir de stress. Ouais. Bon, il y a quelques caméras et quelques lumières, mais tout va bien sinon. Plutôt bien, ouais. À bientôt, merci encore. Avec plaisir.